le monde. Donc je suis Rudy Guéner, un des deux cofondateurs de PNY, Paris-New York. On est une petite entreprise qui a démarré il y a 9 ans en achetant un vulgaire kebab dans une rue ultra cool à Paris. On est connu pour faire des très bons burgers et on a développé depuis 8 restaurants en propre. On a aujourd'hui 5-6 dark kitchen. On est une petite équipe de 250 personnes. Et on a pris un virage digital. Donc on était full restaurant jusque un peu avant le Covid. Et on a pris un virage digital assez fort il y a un petit peu avant le Covid et fortement pendant le Covid. Et aujourd'hui, sur les prochaines années, on va continuer d'ouvrir des spots, des emplacements en vrai, en dur, en retail. Et clairement accélérer sur l'ouverture de petites kitchens vouées à la livraison, tout en espérant garder des niveaux de qualité extraordinaires et une marque super forte. Alors il est très modeste, Rudy. Je vais quand même ajouter que son premier restaurant, nous on le suit de près, c'est en 2012. Et qu'il a ouvert quand même 8 restaurants en 9 ans. Alors ça paraît rien, mais c'est un rythme d'ouverture très important, un restaurant par an. C'est énorme. Et puis la deuxième particularité qu'il n'a pas dit, c'est qu'il est l'un des rares acteurs en burger premium avec service à table. La plupart des burgers premium font de ce qu'on appelle nous de la vente au comptoir. Je fais notamment référence à Big Fernand, à King Marcel, enfin bref, les burgers en restauration rapide, on va dire. Mais on va reparler de tout ça, Rudy, c'est important. Anton alors, je vais te laisser te présenter. Bonjour. Donc, moi, je m'appelle Anton Soulier, je suis le CEO et fondateur de Taster. Donc, pour expliquer un petit peu ce qu'est Taster, on est le leader européen, une plateforme de restaurants digitaux leader en Europe. Donc, on crée, pour vraiment bien comprendre, des restaurants entièrement pensés pour la livraison. Des marques comme Outfry ou Mission Saigon que vous devez peut-être connaître. Et en fait, on a une particularité, c'est qu'on licence ces marques à des restaurants existants ou des franchisés. Donc, c'est un modèle qu'on a testé évidemment en propre. Donc, on a été dans les pionniers à créer les fameuses dark kitchen. Donc, aujourd'hui, on en a une dizaine entre Paris, Londres et Madrid. Et ensuite, on s'est développé via ce réseau de franchises. Donc, nous, aujourd'hui, on travaille avec une 50aine de partenaires restaurateurs et entrepreneurs de la food au UK, en France, en Belgique et en Espagne. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait. Évidemment, l'année 2020 a été un énorme boom pour nous et en fait, ça a été aussi un moment où vraiment le marché a commencé à comprendre ce qu'on faisait. On a eu beaucoup de gens qui ont commencé à s'intéresser au marché de la livraison et du coup, on est vraiment en train de développer ce réseau partout en France et en Europe. Et en gros, en termes de là où on en est aujourd'hui, on a levé 50 millions de dollars. On est présent dans une vingtaine de villes. Sur ces 4 marchés et on est en train d'accélérer à un rythme assez important parce qu'on ouvre une ville par semaine à peu près en ce moment. Voilà. Merci Anton. Il a oublié de vous dire qu'il a quand même 70 restaurants digitaux. Alors ce qu'il appelle des restaurants digitaux, c'est des dark kitchen qui ont été inventés par les Canadiens. Les Canadiens appellent ça d'ailleurs les restaurants fantômes. J'aime bien leur... En fait, ce sont des établissements où des clients ne viennent pas, qui sont uniquement dédiés à la livraison. Voilà. Moi, j'ai une première question à vous poser, messieurs, et on va commencer par Rudy. Nous, on a fait des statistiques sur l'année 2020 et on a noté que 73% des consommateurs ont utilisé le click and collect et ou la livraison en 2020. C'est colossal. Comment ça s'est passé chez vous? C'est-à-dire, comment ça s'est passé l'euphorie pendant le Covid? Pendant le Covid, on a fermé les restaurants. Bonjour. On a fermé les restaurants. L'arrivée de la pandémie, on a très vite réouvert au bout de 3 mois et on est passé en full digital et on a fait les mêmes chiffres que nous faisions avant le Covid, avec uniquement la livraison. Les mêmes chiffres, voire un peu plus. Je crois qu'on est à périmètre constant, on est à plus 15 ou plus 20%. Donc oui, les clients ont complètement shifté en livraison et en click and collect. Et à la réouverture, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on garde le même niveau de chiffre d'affaires, mais on a un espèce d'effet de vase communicant. Quand les gens reviennent un petit peu, on a le delivery qui baisse. Donc nous, ça a fait un énorme boom sur notre chiffre d'affaires.
ça accélère un petit peu le développement. Et à la réouverture, ça n'a pas impacté le surplace. Anton, tu as constaté la même chose? Alors nous, forcément, c'est une tendance qu'on avait constatée déjà avant le Covid. Nous, on a créé Taystar en 2017. Moi, pour la petite histoire, avant Taystar, j'étais chez Deliveroo, donc ça fait un petit moment que je suis dans ce marché, dans ce business. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai créé Taystar, c'est parce que j'ai vu cette tendance arriver il y a bien longtemps. En fait, je me rendais compte que voilà, il y avait un engouement incroyable pour la restauration à domicile. Et en fait, finalement, le Covid a fait qu'accélérer cette tendance. Donc en fait, on se rend compte aujourd'hui, moi, voilà, la manière dont j'analyse les choses, c'est qu'en fait, la restauration est vraiment en train de se scinder en deux parties. Il y a vraiment la restauration traditionnelle, qui a encore de très belles années devant elle, etc., et qui correspond à un type de consommation, et la consommation à domicile, qui est en fait complètement différente. En fait, les gens, finalement, ne choisissent pas du tout entre est-ce que je vais aller au restaurant un samedi soir avec des amis ou avec ma famille, ou commander sur Deliveroo ou Uber Eats. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'arbitrage se fait beaucoup plus entre est-ce que je vais cuisiner, est-ce que je vais aller chez Franprix m'acheter des tomates mozzarella, ou est-ce que je vais me faire livrer un bon repas de chez PNY ou de chez Taystar. C'est ça en fait qui est hyper intéressant, et on s'est rendu compte pendant le Covid que c'était plus quelque chose qui était on va dire célébrationnel ou qui correspondait à un événement spécial. Les gens ont commencé à commander du lundi au dimanche. C'est ça qui est incroyable. Et ce qu'on a vu notamment, c'est que les lundis, les mardis, les mercredis étaient à un moment donné aussi élevés que des samedis ou des dimanches. Donc ce qui veut dire que c'était vraiment rentré dans les habitudes des gens. Donc là, les restaurants réouvrent, et tant mieux. Nous, on a vu effectivement une petite baisse parce que tout le monde était dehors, etc. Mais on se rend compte que depuis septembre, en fait, la tendance revient finalement quasiment à des niveaux de Covid, en fait. Merci Anton. On va accueillir Côme Cherizet qui nous a rejoint. Côme, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et qui est Food Invest? Là, on va voir l'avis de financier. Là. Attention, il faut faire attention. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Donc en fait, moi j'ai deux casquettes. J'ai une casquette personnelle où je suis investisseur dans des sociétés, dans des startups dans la food, et notamment 3 qui sont en rapport avec le delivery. Une qui s'appelle TipTok, qui livre des plateaux repas cuisinés le matin dans les restaurants et livrés dans les entreprises. Une autre qui s'appelle Avec Appétit, qui fait travailler des cuisiniers indépendants. Donc il n'y a pas de dark kitchen et il n'y a pas toutes les montagnes d'investissement des dark kitchen, qui travaillent dans des cuisines partagées. Et ensuite, elle va livrer ce qu'elle appelle la cantine des gens heureux. C'est sa baseline. Elle va livrer des entreprises, des PME sans cantine. Et puis, troisième entreprise qui a un lien avec le delivery, qui s'appelle MyBizBox, qui est une boîte à outils digitale, mis au service de la restauration traditionnelle et qui apporte un outil pour des bons cadeaux, donc la digitalisation, l'upsale pour les restaurateurs, et aussi le click and collect. Et par ailleurs, deuxième casquette, effectivement, je suis associé de Food Invest, Food Expert, qui est un fonds qui s'est lancé il y a 18 mois. On a fait nos premières participations, on a 5 lignes maintenant, dédiées à toutes les mutations d'usage de la food. Merci Côme. Un constat, nous qui nous a beaucoup étonné, la livraison, elle pèse 20% du marché aux États-Unis. En France, elle ne pèse que 3%. Rudy, est-ce que tu penses qu'on va vers des années où on va grimper? Et pourquoi surtout? Pourquoi? Voilà. Question super difficile. Nous, en tout cas, ça correspondait pré-Covid à 20% du CA. Là, j'ai l'impression que ça va se stabiliser à 30-35% du CA. Voilà, sur le global. Et en effet, les dark kitchens vont peut-être augmenter. Enfin, on prévoit sur les années qui arrivent d'ouvrir plus de dark kitchens que de restaurants. Donc, ça devrait évoluer. Mais en effet, je suis d'accord avec Anton, les usages se sont vraiment intégrés. Nous, on a halluciné. On s'est dit vraiment que c'était un pivot lorsque on avait un mec au-dessus d'un restaurant rue Oberkampf qui commandait Deliveroo et qui habite au 4e étage du même immeuble et qui commande juste Deliveroo pour pas en fait descendre et attendre commander dans le restaurant. Là, on s'est dit que là, il y avait un vrai changement de paradigme total. Je précise ma question, Rudy. Ma question, c'est est-ce qu'à l'avenir, est-ce qu'il y a des produits qui ne se transportent pas, des produits qui ne se livrent pas? Voilà, c'est ça ma question. J'essaie d'évoquer les freins à la livraison. Ah, oui, il y a plein de bouffes qui ne se livrent pas. Les frites, déjà, c'est un challenge. Mais bon, voilà. Les frites, c'est un super challenge.
nous, on passe un temps de dingue à travailler le packaging. On est devenu hyper doué en carton, carton ondulé, carton pas ondulé, tricouche et tout. Ensuite, je crois que tout ce qui est très français, tout ce qui est bistronomique, etc., est assez compliqué. Et il y a des produits qui sont incroyables. Sushi, le PBS, pizza, burger, sushi. Et aussi, je crois que quand les gens commandent chez eux, ils sont dans un moment un peu de paresse / kiff, et ils veulent des produits qui sont vraiment de la comfort food, quoi. Ils veulent pas quelque chose de complexe. Ouais, je confirme ce que vient de dire Rudy. En période Covid, le podium pizza, burger, sushi pesait dans les 65% des livraisons, ce qui est colossal. On est descendu qu'à 53%, ce qui veut dire qu'on a là les 3 produits stars. Tu constates la même chose, Anton, en ce qui concerne les produits livrés ? Alors oui, encore une fois, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je pense que personne n'a vraiment envie de se faire livrer un bœuf bourguignon ou une entrecôte. Et c'est là où on a envie d'aller au restaurant, etc. Donc effectivement, il y a des plats qui vont être compliqués à livrer. Et finalement, je pense pas que ce soit forcément le type de cuisine qu'il faut aller viser en termes de livraison. Donc voilà, je pense que tout ce qui est street food, fast food, etc. va continuer à effectivement être le cœur du business, avec une augmentation de la qualité, comme on disait tout à l'heure. Je pense qu'il y a plein d'enseignes qui ont aussi mis énormément d'efforts dans le packaging, dans la qualité, essayer de réfléchir à comment le produit va arriver chez le client. Je discutais des frites, ça peut paraître anecdotique, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, personne n'arrivait à livrer des frites. Aujourd'hui, on commence à arriver avec des techniques, etc., à faire en sorte de vraiment retrouver une expérience quasiment qu'on aurait au restaurant à la maison sur ce type de produit. Voilà, donc c'est ça qui est assez intéressant. Et après sur l'évolution de la livraison, évidemment. Vous parliez du pourcentage de la livraison sur le pourcentage total. Quand on réfléchit par exemple à l'industrie du voyage, 70% de l'industrie du voyage est en ligne, alors que l'industrie de la food, c'est seulement 10% même après Covid. Donc en fait, voilà, il n'y a pas besoin de faire Polytechnique pour se rendre compte qu'il y a un potentiel qui est monstrueux. En fait, ça a mis 15-20 ans de plus que l'industrie du voyage ou que l'industrie de la mode, mais on y est en fait, c'est en train d'arriver. Comme ton avis sur les produits livrés ? Je suis partiellement d'accord avec vous, parce que les sociétés dans lesquelles je suis livrent des bons petits plats détoilés. C'est une question en fait d'onboarding des chefs. Donc il y a beaucoup de process au démarrage, de process sur le dressage. Mais une fois que les chefs ont compris comment dresser un plat dans un bol qui ressemble à une toque, donc qui est très élégant et très pratique, et à ce moment-là, ça marche bien. Et on leur rapporte une progression d'après pratiquement de 25% de leur chiffre d'affaires sur le créneau des heures creuses. Donc c'est vertueux pour ces artisans restaurateurs et c'est vertueux pour les consommateurs. Dans les grands groupes qui utilisent des plateaux repas industriels, c'est fait à 4 heures de Paris, plein d'intrants, un bilan carbone désastreux, là c'est fait local. Donc ça pour dire que pour répondre précisément à la question, sur l'usage, je pense qu'il y a des usages différents. Avec Appétit, fait des petits bœufs bourguignons, fait maison, délicieux. C'est pas la même attente, c'est pas le même instant de consommation que celui qui va consommer effectivement un burger frites et qui veut être livré tout de suite sur son canapé. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir segmenté ces usages et d'avoir des réponses adaptées avec des approches, entre guillemets, artisanaux-industrielles pour chacun de ces segments de marché. Très bien. Messieurs, Rudy, y a-t-il un profil de livré, de client livré ? C'est un homme, une femme, quelqu'un qui est aisé, c'est un cadre supérieur, c'est un Parisien. Alors, nous, on n'a pas énormément de data. Peut-être qu'Anton sera plus fort que moi sur cette question. Après nos clients, nous, on les connaît un petit peu et ils nous racontent. J'ai l'impression que c'est vraiment de ce que je comprends, c'est vraiment le gars qui vient d'avoir un job, qui utilise la ville de manière vraiment hyper intense, qui sort beaucoup et qui a entre 25 et 35 ans. Premier job, pas mal de fric et qui va boire des coups quasi tous les soirs. Il rentre et là, il a pas préparé à manger, donc il se fait livrer. Mais c'est aussi, je sais qu'il y a des familles, nous on a un kids menu, ça cartonne. Donc les familles, ça marche bien.
Je crois que peut-être enfin j'ai l'impression, ce sera peut-être plus précis que moi, mais j'ai l'impression que c'est le 25-35 ans qui est moteur et qu'ensuite ça se diffuse petit à petit à tout le monde. Anton, quel est ton avis? Ouais, exactement. Le cœur, vraiment le cœur de la livraison, c'est effectivement 25-35 ans. Ça représente le corps du côté consommateur. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte pendant le Covid, c'est que ça a effectivement évolué. Et nous, on a aussi récupéré pas mal de data sur le fait que finalement, on s'est rendu compte que la catégorie qui a gagné le plus, c'est les 45 ans plus et les familles. Donc en fait, ça c'est assez intéressant parce que les familles qui ne commandaient pas spécialement se sont mises à commander avec une offre qui s'est adaptée aussi des menus enfants. Et en fait, voilà, ça rejoint ce que je disais, c'est que en fait, il y a eu un usage qui était beaucoup plus habituel, etc. Des familles qui allaient commander le lundi, le mardi, etc. Donc ça, on s'est rendu compte de ça. Et l'autre partie qui est assez intéressante, c'est vraiment les jeunes. Donc en fait, les 15-25 ans aujourd'hui, en fait, ce qu'on appelle le share of wallet, donc en fait, ce qui est finalement ce que les jeunes vont être prêts à dépenser dans la food, est beaucoup plus important que finalement on va dire les populations un peu plus âgées. Donc il y a un énorme potentiel en fait sur ce marché-là. Et en fait, les restaurants digitaux, d'une certaine manière, répondent à ça parce que voilà, on a une forte présence sur TikTok, sur Instagram, on communique d'une manière très digitale, etc. Et ça parle à ces populations 15-25 ans qui sont prêtes à dépenser beaucoup d'argent dans la food. Alors là, on va aborder un sujet qui fâche, dont nos clients chez Jira nous parlent beaucoup, clients restaurateurs, le modèle économique. Il y a plein de restaurateurs qui me disent c'est bien beau la livraison, je suis à 40% de mon chiffre d'affaires en livraison, 60% de ma chiffre en livraison, mais on connaît les coms des livreurs. T'en penses quoi, Rudy? Alors nous, le delivery, c'est que du bonheur, financièrement aussi. En fait, c'est vraiment pas mal parce que comment dire, on n'a pas du tout l'impression que le chiffre d'affaires de la livraison vient empiéter sur le chiffre d'affaires sur place. Alors ça vient empiéter un petit peu, mais pas tant que ça. Peut-être qu'on va avoir une baisse de 10% du chiffre d'affaires sur place, mais ça nous fait un upside quand même de 20% en supplémentaire. Et nos cuisines sont assez efficaces, donc on envoie avec grosso modo le même staff en cuisine. On va peut-être avoir une personne en salle supplémentaire. Donc sur la partie restaurant, les restaurants en physique qui font de la livraison, nous, franchement, financièrement, ça passe. Donc tu ne considères pas que c'est du chiffre d'affaires supplémentaire à marge dégradée? Non. 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 D'accord. Non, parce que le RH, comment dire, certes, il y a la commission des Uber Eats, Deliveroo et tout, mais on a moins de RH, donc on n'a pas de service à table, nous, donc d'un seul coup, ça passe. Et pour l'autre côté, Dark Kitchen, nous, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Smart Kitchen, qui est notre franchisé sur toute la partie delivery. On a décidé de nous occuper uniquement de travailler sur la marque, les recettes, les produits, parce que c'est ce qu'on aime faire, c'est ce qu'on sait faire. Donc la partie restaurant physique. Et eux s'occupent du delivery. Et là, ça marche pour nous parce que c'est une commission de franchise. Donc on perd, et nous, on n'a jamais perdu d'argent et on n'en perdra pas avec ça. Modèle économique du côté des Dark Kitchen, Anton? Alors nous, effectivement, je pense il n'y a pas de fantasme sur les marges, etc. Ça reste un business de restauration. Les business de restauration sont des business de volume, pas forcément des business avec des marges très importantes. Et je pense qu'il ne faut pas croire, entre guillemets, qu'en montant une Dark Kitchen, on va faire 50% ou 40% de marge. Donc ça reste difficile. Il faut faire attention à ses coûts matières, il faut faire attention à son staff, à son rent, etc. Donc nous, on a développé un modèle pour bien comprendre vraiment ce qu'on fait. C'est que nous, on travaille justement avec des restaurateurs qui nous approchent et qui nous disent voilà, je veux faire plus de livraison, je sais pas faire tout seul, donc nous on les accompagne. Donc pour vraiment comprendre ce qu'on fait, par exemple on a travaillé avec un partenaire à Lille qui avait une très grosse brasserie avec une énorme cuisine mais qui était complètement sous-utilisée. Et en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec lui et lui s'est mis à opérer des marques de taster au sein de sa cuisine. Donc pour lui c'est uniquement du revenu additionnel et de la marge additionnelle parce qu'il a déjà son loyer, il avait déjà son personnel. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que on a négocié voilà, parce qu'on a une taille qui est quand même assez importante. On a négocié des commissions qui sont meilleures avec les plateformes de livraison. Puisqu'on achète beaucoup de food, on a aussi des grosses économies d'échelle. Et à la fin, ça reste un business d'économie d'échelle, la restauration. Donc en gros, on a des prix qui sont plus faibles, dont on fait bénéficier les restaurateurs aussi.
Et ensuite, le marketing, on a développé une expertise qui leur permet en fait d'accéder à du marketing qu'ils n'auraient pas eu sans nous. Donc en fait, on essaie vraiment de créer ce modèle finalement, voilà, ce cercle vertueux qui leur permet de gagner de l'argent. Et on a aussi des partenaires aujourd'hui qui décident de créer, on va dire, des modèles plus dark kitchen à partir de zéro. Donc ils créent vraiment une cuisine dédiée à la livraison. Et là, on les aide. Donc là, on va travailler avec eux sur s'assurer qu'ils ne payent pas trop cher de loyer, parce que ça, c'est vraiment la grosse variable d'ajustement. Que le staffing soit aussi bien géré, etc. Et à partir du moment où on fait attention, bah oui, on peut générer des marges entre 10 et 20%. Voilà, si on est très très concentré sur les foods, le staff et le rent. Alors, je te donne la vision des restaurateurs, ceux qui ont pignon sur rue. Ils disent qu'une dark kitchen gagne évidemment beaucoup plus d'argent qu'eux, puisque vous n'avez pas d'aménagement, vous n'avez pas de personnel de salle. Bah, et vous n'avez pas des coûts d'emplacement aussi élevés qu'eux. Alors, je pense que l'investissement, faut faire attention, l'investissement est plus faible, certes, mais par contre, on va dire le modèle économique en lui-même, comparé à un restaurant, on va dire traditionnel, il faut compter en plus les coûts quand même de livraison. Donc ça, c'est quand même c'est pour ça que voilà, il faut pas non plus faire d'illusions sur la profitabilité. Un restaurant, on va dire traditionnel, certes, il va payer beaucoup plus cher en investissement son pas de porte. Mais voilà, s'il fait par exemple pas de livraison, il va pas avoir cette partie qui est quand même importante. Quel est ton avis sur la question, Com ? Alors, moi j'ai un point de vue qui est à nouveau différent du vôtre, parce qu'on s'appuie sur soit des cuisiniers indépendants qui cuisinent dans des cuisines partagées, donc il n'y a pas tous les investissements que vous évoquez, soit les restaurateurs qui sont leurs propres dark kitchen. Et dans les deux sociétés que j'accompagne, ils ont craqué le système de livraison, c'est qu'ils ne passent pas par les plateformes. Donc ça fait une différence de marge absolument colossale. Et ensuite, ils ont mis en place ce que j'appelle la tournée du laitier, donc des tournées qui font qu'ils arrivent même à gagner de l'argent sur la livraison. Donc c'est vraiment un modèle qui est très différent du vôtre, très complémentaire du vôtre, mais qui s'adresse encore une fois à des fractions de marché légèrement supérieures, avec plus de marge, un prix un peu plus élevé. Même si avec Appétit, vend des repas qui sont autour de 7 €, le fait qu'elle ait ces tournées, que ce soit pour les particuliers ou que ce soit pour les PME sans cantine, ça lui permet d'avoir même une rentabilité sur la livraison. Après, je voulais ajouter un truc, c'est que nous, on a testé le modèle, on a testé plusieurs trucs sur le modèle des dark kitchen. Donc, on a une seule marque qui est PNY. Si on ouvre une dark kitchen qui fait juste du PNY, c'est un peu compliqué financièrement parce qu'il y a quand même un chiffre d'affaires qui est inférieur quand même à un resto, et on est à la limite en fait du break-even. On est vraiment juste, et on a l'impression que le modèle qui a plus de sens, c'est le modèle avec donc plusieurs marques dans des cuisines qu'on partage. C'est ce que fait notre franchisé là. Il a une dizaine de marques, dont nous sur les burgers, et lui arrive à un niveau de chiffre d'affaires, voilà, il dépasse facilement les 2 millions, 2,5 millions. Donc il a un super directeur d'exploit, donc les aménagements sont nickel, le matos, etc. Et le click and collect aussi, effectivement. Et je crois que les restaurants qui peuvent aussi faire du click and collect, qui peuvent représenter, enfin nous c'est entre 10 et 20%, bah forcément là il n'y a pas les frais logistiques, donc c'est plus de marge aussi. Donc ça c'est intéressant aussi à prendre en compte. Alors justement, moi j'aimerais bien avoir votre avis sur dans 10 ans, dans 15 ans, quelle va être la répartition entre la consommation sur place, le click and collect et la livraison. C'est en train de se dessiner comment tout ça? Parce que tu nous as dit tout à l'heure que tu n'avais pas beaucoup perdu, il n'y avait pas de substitution entre la livraison et ta conso sur place. J'ai l'impression, c'est super difficile, hein, mais j'ai l'impression que peut-être que les acteurs, en tout cas sur le digital, vont se raréfier parce que c'est quand même assez technique d'exister sur le digital. Ça demande une marque forte, un savoir-faire et tout. Donc je pense qu'on ne sera pas dans 10 ans nombreux à livrer des clients. Je pense qu'il y a aussi je pense pas qu'il y ait de cannibalisation entre la restauration sur place, la restauration à domicile. Pour moi, alors je vais peut-être pas me faire des amis, mais le grand perdant pour moi là-dedans, ça risque d'être presque la grande distribution en fait. Parce que comme je disais, on le voit d'ailleurs, il y a beaucoup de boîtes qui sont lancées aussi qui permettent effectivement de commander en 10 minutes, etc. Et si la grande distribution n'arrive pas à évoluer, en fait, ils sont en train de perdre des parts de marché quand même, au profit finalement de services en livraison, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'arbitrage se fait quand même beaucoup entre est-ce que je vais aller cuisiner, est-ce que je vais aller acheter au Franprix, au Carrefour, etc.
ou est-ce que je vais me commander un bon petit plat? Donc c'est ça la très grosse opportunité que je vois, moi. Mais tu remarques que Picard s'est mis à la restauration rapide. Donc ça va exactement dans le sens de ton observation. Moi, j'ai une observation de fond qui est une vraie tendance, parce que se projeter à 10 ans, c'est compliqué. C'est les promoteurs immobiliers qui, aux États-Unis, ne créent plus de cuisine dans les appartements, parce que tout fonctionne avec le portable et le delivery, et qui, en France, réduit la taille des cuisines. Donc là, c'est une tendance de fond. Pour que les promoteurs immobiliers aient intégré ce phénomène dans les constructions, ça veut dire qu'effectivement, le delivery, que toutes les autres formes, en fait, ont pleinement leur place, et durablement. J'ai un ami, pour l'anecdote, qui n'a pas de frigidaire. Enfin, il a un frigidaire, mais il n'est pas allumé. Et voilà. Effectivement. Nos informations chez Jira disent qu'en Europe, c'est un repas par semaine qui est livré. En France, on est un repas par mois. On a encore une marge de développement extraordinaire. Bah, effectivement, hein, je pense que même après le Covid, l'industrie de la restauration et de la food est très peu digitalisée. Donc il y a encore une fois, il y a un potentiel qui est énorme. Alors nous, Taster, comme je disais, on a deux gros centres qui sont Paris et Londres. Effectivement, on se rend compte à Londres que les habitudes ont toujours été beaucoup plus vers la livraison, beaucoup plus vers la vente à emporter, etc. Et je pense que voilà, la tendance là-bas, enfin la tendance à Paris, on en discutait tout à l'heure, est en train de complètement évoluer vers ce type de consommation aussi. Donc il y a des pays où c'est beaucoup plus culturel. La France est un pays de food, de nourriture, etc. Donc on sait que ça va arriver aussi. Je reprends ce que tu disais tout à l'heure et je suis chez Jira, on est complètement d'accord. Je pense que demain, il y aura deux types de restauration. Il y aura la restauration totalement digitalisée qu'on consommera soit au bureau, soit à la maison, parce qu'il n'y a aucune expérience à y trouver. Et la restauration, toi tu as appelé ça la restauration traditionnelle, j'appelle ça la restauration expérientielle, où il se passera obligatoirement quelque chose pour que j'y aille, j'y retourne. Et la question est de savoir quel poids va représenter la restauration digitalisée. Je trouvais une petite remarque, je trouvais intéressant la dernière boutique de Nike sur les Champs-Élysées. Alors Nike, post-Covid, c'est 30% de vente en digital. Et la boutique sur les Champs-Élysées, les murs ont été achetés par je ne sais plus qui, 600 millions d'euros. Donc j'imagine que le loyer est invraisemblable. Et la boutique est assez intéressante parce qu'on y va, c'est extraordinaire, l'archi est assez bien faite, etc. Et on y va et on n'est pas vraiment invité à acheter quoi que ce soit. On repart d'ailleurs avec pas grand-chose. Les gens repartent avec vite fait des sneakers parce qu'au moins un, c'est pas mal fait. Mais il n'y a rien qui invite à trop acheter. Il n'y a quasi pas de portant. Donc c'est peut-être ça, quoi. Enfin, c'est intéressant un lieu de vie, un lieu expérientiel. Qui projette un peu la marque dans quelque chose. Et ensuite, la marque, on va consommer là, peut-être ici en retail, mais après dans le digital. Ça veut dire que les restaurants où il ne se passe rien, c'est la mort assurée demain. Ça, c'est sûr, ouais. Mais on le voit dans la restauration en entreprise, où il y a un Big Bang actuellement, et la restauration en entreprise doit devenir expérientielle. C'est la mort du plateau repas. Et alors on voit arriver tous les frigos connectés, etc., qui sont liés à vos activités. Mais on voit aussi des entreprises qui cherchent à avoir des restaurants qui soient bistronomiques, qui soient des lieux de vie, qui soient presque des food courts. Ils font appel à des consultants qui créent des food courts. Donc il y a une vraie révolution à ce niveau-là. Et je pense que la mutation d'usage, on en est au début, effectivement. Moi, il y a un chiffre qui m'étonne, c'est qu'en France, si on a 200 000 points de vente entre la restauration rapide et la restauration avec service à table, il y aurait seulement 15% de ces restaurants qui font de la livraison. Vous trouvez ça peu? Vous trouvez ça beaucoup pour un pays comme la France, hein, évidemment? Alors, est-ce que c'est des chiffres avant ou après Covid, ça? Parce que ça me paraît peu. Ouais. Avant. Voilà, c'est ça. Donc, je pense qu'à mon avis, là, si on mettait à jour les chiffres, je pense que ce serait beaucoup plus. On a vu de toute façon un nombre de restaurants qui se sont mis à la livraison. De nouveaux restaurants. Voilà, des nouveaux restaurants et puis même des anciens. Hein. Il y en a, de toute façon, les restaurants étaient fermés à un moment donné, donc il y en a qui ont eu dû quand même s'adapter, etc. Et qui se sont rendus compte, il y a quand même un potentiel, on va évoluer. Et nous, c'est comme ça qu'on a aussi développé ce modèle de licence et de franchise. C'est qu'on avait des restaurants qui ont dit, on en a fait un petit peu pendant le Covid, on a compris l'avantage qu'il pouvait y avoir. Et en fait, il y a même des restaurateurs, je prenais l'exemple de la brasserie à Lille avec qui on travaille encore, qui a même créé effectivement une dark kitchen en plein centre de Lille avec du click and collect, etc. pour faire ça en plus. Donc je pense que depuis le Covid,
les chiffres doivent être beaucoup plus importants que ça et on va se rendre compte que c'est quand même une tendance qui va faire qu'exploser. Ouais. Alors moi j'ai observé les chiffres via la startup MyBizBox qui a l'outil SaaS de Click and Collect. Donc j'étais en prise directe avec les chiffres. Au mois d'avril, il y a un an, les chiffres se sont envolés. Donc pratiquement 90% du chiffre d'affaires de la restauration traditionnelle devenait du delivery, du Click and Collect. Et puis ça s'est effondré de 90% avec la reprise. Donc en fait, ça pose la question de la réelle digitalisation de la restauration traditionnelle qui s'y est mis par nécessité, pour ne pas perdre la main, pour ne pas perdre des revenus, mais qui aujourd'hui revient dans ses vieilles pratiques et a du mal à fondamentalement se digitaliser. On n'a pas parlé des acteurs, des livreurs. Alors il y a eu des échecs. Je ne voudrais pas Take It Easy et d'autres qui sont tombés. Aujourd'hui, on a trois acteurs qui se partagent le marché. On a un monstre derrière qui se prépare, qui s'appelle Amazon, qui est en train de réfléchir très sérieusement à nous emmener un produit périssable d'un point A à un point B. Et puis, on a des livreurs éthiques qui arrivent, écologiques, etc. Vous en pensez quoi de ce mouvement autour des livreurs, voilà. Parce qu'ils arrivent tous avec leur stratégie différente, non ? Nous, non mais voilà, moi les livreurs, effectivement, je pense qu'il y a eu beaucoup de presse autour des livreurs, etc. Après, moi, je mets un peu ma casquette Deliveroo parce que là, j'ai pas vraiment de commentaires à faire. Nous, on travaille très bien avec les livreurs. Globalement, on a Enfin, de toute façon, c'est quasiment un travail de collaboration. Je veux dire, nous, on prépare les plats, eux les livrent, on se parle tous les jours, ils mangent nos produits. Enfin voilà. Bon, bref, nous, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Côté Deliveroo, moi, de ce que je voyais chez Deliveroo, c'est que grosso modo, 90% étaient contents. Donc en gros, ça correspondait à des populations qui étaient étudiantes. Moi, je m'en rappelle d'un cas où il y a un livreur qui m'avait dit voilà, j'ai essayé de postuler chez McDo, chez Decathlon, chez la Fnac, j'ai jamais eu de CDI, je pouvais pas bosser. Et Deliveroo est arrivé et m'a proposé quand même de me remettre le pied à l'étrier du jour au lendemain. Donc ça, c'est des choses quand même qui sont plutôt positives. Après, il y a 10% qui sont pas contents, où c'est compliqué, etc. Et c'est peut-être que le modèle effectivement de livraison leur correspond pas. Mais nous, en tout cas, de ce qu'on voit, c'est un équilibre aujourd'hui qui fonctionne plutôt bien, notamment avec des gens qui cherchent un revenu assez rapide, etc. D'accord, donc ça c'est côté livreur. Côté consommateur, j'ai beaucoup entendu pendant la pandémie des consommateurs se plaindre de l'image envoyée par certains livreurs par rapport aux produits qu'on envoie. Et sans trahir de secret, je prends le maximum. Alain Ducasse au Plaza Athénée qui se faisait livrer. Il y a des clients qui se sont plaints de la qualité, de la prestation de livraison, pas la qualité intrinsèque du produit. Le livreur en lui-même, lorsqu'il arrive chez nous, au bureau. Après, ça reste un métier super difficile. Les mecs traversent Paris sous la flotte quand les gens restent assis sur leur canapé. Enfin, nous, pareil, la relation avec les livreurs, elle est hyper importante. Ils font une partie du chiffre d'affaires. On les voit vraiment comme des partenaires et pas comme des opposants ou des adversaires ou des gens qui dégradent notre qualité. C'est tout le temps les mêmes qui reviennent. Donc, en fait, on les connaît. On leur a fait une petite offre. PNY, c'est un peu cher pour ces gars. Donc, on leur a fait PNY, il y a un prix spécial livreur. Donc, si vous voulez manger PNY, il faut devenir, pour pas cher, il faut devenir livreur Deliveroo. Et on leur file des petits services, des petits services tout bêtes, l'eau, le café, tout ça. Et on essaie de créer des relations pérennes avec eux et qualitatives. Et on pense que comme ça, ils prendront soin du paquet en les imaginant comme vraiment des partenaires. Et c'est assez facile parce que c'est tout le temps les mêmes qui sont là tous les soirs et tous les midis. Donc si on prend un petit peu le temps de discuter, de s'occuper d'eux, ça se passe vraiment bien. Comme ton avis sur livreur, consommateur? Je pense que effectivement le dernier maître c'est l'ambassadeur en fait. Donc l'image du livreur est essentielle. Aussi bien avec Appétit que TipTok travaille avec des livreurs qui sont dans des véhicules électriques, qui sont salariés, mais parce qu'on est dans ce modèle de tournée du laitier, donc les choses sont anticipées, donc ils sont bien payés, et on a aussi une récurrence qui fait que le livreur peut être presque connu de la PME qui va être livrée, donc il devient un ambassadeur de la marque. Très bien. Et pour info, j'avais testé la livraison éthique. Alors, je me souviens plus de quelle plateforme c'était, mais invraisemblable le truc. Au final, ils ont augmenté leur prix. Je crois que le panier minimum, c'était 60 balles.
ou 50 €. Il faut commander la veille, avant midi. Enfin, c'est très contraignant. Ouais. C'est très contraignant. C'est très éthique, c'est très développement durable, c'est très écolo, mais c'est très et contraignant. au final, il crée 3 jobs, quoi. Avec une com qui est très très basse. Ouais. Mais avec un panier obligatoire. Non, qui est très haut. la commission était au final, nous, supérieure à ce qu'on paye avec. Bon Ah ouais. Ah, moi j'avais noté qu'elle était très en dessous. Donc, tout le monde était assez perdant dans l'histoire. D'accord. Je pense que de toute façon, voilà, les plateformes de livraison ont dépensé énormément d'argent pour créer quand même un modèle logistique, des spécialistes de la logistique, des Deliveroo Uber Eats au final. Faut pas, voilà. Donc en gros, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits pour s'assurer que, on va dire, le cycle, la logistique soit la plus solide possible. Je pense que ça correspond aussi à un type de livraison qui reste street food, etc. Peut-être qu'effectivement, pour des plats un peu plus préparés, pour une expérience un peu plus premium, je ne suis pas forcément sûr que ce soit adapté. Voilà, Deliveroo Uber Eats. Et là, c'est peut-être là où c'est intéressant d'intégrer des livraisons avec effectivement des notions d'ambassadeurs, des personnes qui sont formées, etc. pour livrer des plats qui sont plus techniques, où il y a vraiment un côté expérience. Donc, je pense que c'est différent. Je suis tout à fait d'accord. Pendant la pandémie, en tout cas, nous, de notre côté, avec nos clients, on a contourné le problème. On a fait faire du drive à un 2 étoiles au guide Michelin. Avec un super packaging, on charge le coffre, etc. Avec une fiche de progression, comment on réchauffe la sauce. Et je pense, c'est pour ça que je posais la question tout au début, est-ce que tout se transporte? Peut-être pas. Peut-être pas. Je me retourne vers vous, pardon, parce que vous avez peut-être des questions à leur poser, parce qu'ils n'ont pas tout dit, ils savent encore plein de choses. Il y a peut-être des choses qui vous intéressent. Bonjour, Eric Nardin. Je voulais juste poser une question. C'est un des défis auxquels on est tous confrontés et auquel est confrontée la restauration assise rapide. C'est tout l'aspect packaging. Parce que dans ce que vous livrez un produit alimentaire, mais vous vendez aussi un packaging qui a un coût. Et puis aujourd'hui, c'est source de déchets, etc. Quelle est votre vision sur cette question-là et les enjeux auxquels on risque d'être confronté, sachant que cette question déjà pour la restauration rapide sur place, d'ici 2 ans, il va falloir supprimer tout ça. Chez PNY, on s'est mis depuis toujours, on faisait gaffe et papier, carton, recyclé, recyclable. Et ce qui est, on est en train de regarder, là, il y a des initiatives qui sont assez intéressantes de boîtes qui seront réutilisables, notamment des boîtes burgers qui pourraient être réutilisées, mais c'est un schéma logistique assez complexe. On a tenté, alors c'est marrant parce que ça n'a pas motivé grand monde, un truc qui s'appelle Host ta boîte. Donc tu peux venir en click and collect, chercher ton PNY avec ton Tupperware. Je crois qu'il y a une personne par mois qui fait ça. Donc en fait, je pense que ça marchera en tout cas quand ça sera simple et moins difficile, quoi. Alors moi j'ai l'expérience très concrète avec Appétit qui a mis en place des contenants en verre qui sont consignés. Donc ça marche. C'est le début, mais ça marche, c'est en place et le modèle économique tient la route. Et TipTok est en train de mettre en place des emballages qui sont eux aussi consignés et lavables. Donc en fait, il y a une boucle où le livreur va récupérer la vaisselle sale, elle va être mise en machine et recyclée, donc remise dans le circuit. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours actuellement. Il y a 2 voies qui sont en train de se dessiner. Je ne sais pas laquelle va prendre le pas sur l'autre. C'est effectivement le réutilisable, où on est très très en retard en France. La grande distribution s'en plaint même avec le vrac. Il y en a qui prennent encore les sacs plutôt que de revenir avec leurs propres sacs, etc. Et je trouve que ton client par mois qui vient avec son Tupperware, ça risque de grimper demain. C'est les bento japonais, tout simplement. Mais ça ne se développe pas. Et la deuxième voie, c'est le packaging haut de gamme, qui existe malheureusement pas beaucoup en France. Et en effet, il y a en tout cas un vrai problème, c'est que dès qu'on économise sur le packaging, dès qu'on essaye de faire moins en packaging, par exemple, nous, on a testé le wrap burger à la place de la boîte, on perd en qualité et c'est extraordinaire, c'est vraiment relou. Donc, on est quand même poussé à faire un peu plus de packaging que ce qu'on pourrait faire, quoi. D'autres questions à leur poser ? Merci. Jean-François Jounet, Baguette Box, start-up à impact qui livre du pain et de la viennoiserie à domicile dans les campagnes, sans sonner, le matin. La question s'adresse à tous les 4. Elle est la suivante.
Aujourd'hui, vous parlez de livraison, de click and collect, en ville, évidemment, pour les urbains, pour les bobos, pour les Parisiens. Qu'est-ce qu'il en est des campagnes, de nos campagnes? Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de la livraison à domicile de food dans les campagnes? Alors nous, on a dans notre plan d'expansion, on est très rapidement allé déjà au-delà de Paris dans des villes de province, des villes secondaires. Et pour être très clair, notre ambition, c'est de créer vraiment voilà, parce que vous avez raison. Je pense que quand on va dans des plus petites villes, etc., on n'a pas Taster, on n'a pas PNY, voilà, au mieux on a un kebab et peut-être McDo. Et nous, notre ambition avec ce modèle de franchise, c'est d'aller très on va dire dans la profondeur des villes. Et nous, on a beaucoup regardé par exemple des modèles Domino, où Domino a commencé en fait à viser des villes de plus de 100 000 habitants, ensuite 50 000 habitants et ensuite 10 000 habitants. Et en fait, ce dont ils se sont rendus compte, c'est que même des villes de 10 000 habitants, ils faisaient parfois autant de volume qu'en plein centre de Paris. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de concurrence, que même dans les campagnes, il y a de l'appétit pour ce type de service, etc. Donc ce modèle de licence, nous, on est en train vraiment de le tester. Et là, on va annoncer voilà, dans quelques semaines qu'on commence à aller dans des villes vraiment voilà, assez petites quoi, en termes d'habitants. Donc il y a un énorme potentiel. Rudy, on a des chances de voir ton burger en milieu rural bientôt? Nous, on est un peu né au cœur de Paris et des bobos, mais on se développe beaucoup plus lentement que Tester. On a une volonté de croissance quand même un peu plus lente, on va dire, où on est sur un modèle en propre. Mais en effet, on va suivre cette chronologie de ville grosse à ville de plus en plus petite, quoi. Donc on ne sera pas demain dans les campagnes, ce qui est un peu dommage. Je sens visiblement qu'on n'a pas répondu à votre question, monsieur. Non, mais j'ai un élément de réponse intéressant pour toi. Il y a des sociétés qui n'existent pas à Paris, qui font des tournées. C'est les camions qui vont livrer les courses, qui ont fait des camions magasins. C'est une très très vieille pratique qui aujourd'hui se redéveloppe et se digitalise. Donc on voit dans les campagnes des camions de livraison, comme il y avait le camion quincaillerie, le camion bricolage, mais des camions food qui apportent les courses vers les gens. Donc ça, c'est pas le même modèle que le delivery, mais c'est une manière aussi de se rapprocher des gens dans les campagnes. Et avec Appétit, avec ses cuisiniers indépendants, est présent dans des villes qui sont des petites villes, notamment pour des clients qui étaient la SNCF. Donc la capacité de délocaliser et du fait de la plateforme digitale, de pouvoir être très agile pour livrer partout. En fait, ce dont parle Com, c'est introduire le food truck en milieu rural. Ou réintroduire, parce que c'est vrai que ça existait. Il y avait le poissonnier qui venait, le pain qui était livré, et le food truck en milieu rural, même si ça ne fonctionne pas trop en grande ville, là, cette fois-ci, en milieu rural, où effectivement, c'est une bonne piste. D'autres questions? Bonjour. Moi, ma question, elle porte sur l'écologie. Et notamment dans la restauration, on parle beaucoup de transport, mais au-delà, ce qui semblerait avoir le plus d'impact, ce serait notamment le contenu, et donc les viandes. Et je sais notamment pour PNY et Taster, vous avez chacun une offre végétale, et je voulais savoir comment vous sentiez les choses. Est-ce qu'on se dirige vers le plus de viande à l'avenir et essentiellement du végétal, ou est-ce que la viande a encore beaucoup d'années devant elle, et notamment en France? Et je sais, voilà, vous êtes présent autant à Londres qu'à Paris. Est-ce que vous voyez des différences de sensibilité auprès de vos consommateurs? Merci. Alors, chez PNY, évidemment, on vend énormément de viande. Alors, la viande, il y a bœuf et bœuf. Hein, ça, c'est des sujets qui sont assez compliqués et c'est assez difficile de communiquer dessus parce que les gens ne sont pas forcément à l'aise avec ça. Le bœuf, quand il est élevé comme on le fait, c'est-à-dire avec des génétiques assez belles, des races presque parfaites, et qu'on donne aux bêtes juste le pâturage, donc c'est-à-dire elles sont nourries uniquement avec l'herbe des prés. Là, on arrive sur du bœuf qu'on dit low carbone. Alors, on est en cours de certification avec nos deux éleveurs là. Alors, on a du mal à savoir quel est l'impact de ça. Enfin, le low carbone, c'est difficile de mesurer. Ça n'a rien à voir avec du bœuf industriel
parce que le bœuf industriel se nourrit de céréales qui sont donc cultivées uniquement pour ça. Donc voilà, enfin tout un schéma qui est invraisemblable de céréales. Donc voilà. Donc ça, c'est depuis les origines de PNY. Hein. Et si on veut faire de la bonne viande, elle est forcément low impact. Parce que le bœuf de qualité, il faut qu'il mange de l'herbe. Et pas du maïs. Voilà. Ensuite, on a toujours... Enfin, on a un burger végétarien depuis le début et on l'a poussé parce qu'on pense que c'est sain. Et d'ailleurs, l'idée, c'était de faire un végétarien un peu cochon, un peu sympa, pas un végétarien triste et fatigant. Donc on avait fait avec un gros portobello rempli de cheddar, enfin un truc un peu cool. Et on avait fait en France le lancement de Beyond Meat avec un démarrage assez fort. Mais au bout de quelques mois, on n'était pas content parce que quand même les machins arrivent surgelés en avion depuis Los Angeles. Et on trouvait que là, on captait pas trop. Et aussi, on a demandé aux gars, mais qu'est-ce qu'il y a dans votre truc là? Et ils nous ont dit, ouais, on peut pas tout vous expliquer, machin. Et donc en fait, c'était remplacé du bœuf par grosso modo de la merde ultra processée. Certes sans viande, mais des trucs industriels vraiment, vraiment processés, quoi. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce qu'au début, ça marchait très bien. Et petit à petit, notamment le goût métallique qu'ils essayent de donner, là, c'est vraiment perturbant. Et donc là, on est passé sur les nouveaux fermiers. Et là, qui est une start-up française. Et les chiffres sont quand même assez bas, quoi. Nous, c'est 2% de nos ventes. Par contre, il y a une viande qui augmente beaucoup, qui est un peu la viande du futur, entre guillemets, qui est la volaille, qui est la viande la moins viande, quoi. J'ai un copain qui est assez costaud qui prend en accompagnement toujours un burger au poulet au lieu de manger des frites. Parce que pour lui, le poulet, c'est presque un légume. Et donc la volaille, ça grossit très fortement. Mais moi, je sais pas trop quoi penser des alternatives un peu très processées végétales. Oui, alors c'est une petite aparté, on sort de notre sujet, mais moi j'ai audité tous les intervenants des viandes reconstituées, des viandes artificielles. C'est ultra transformé, c'est fait à partir de farine de pois extrudée. Donc on est, comme tu l'as dit, comme tu l'as constaté, dans l'ultra transformation. Et je ne sais pas si le bilan nutritionnel est positif. Et je ne sais pas si au bout du compte, il vaut mieux pas, comme tu le disais, prendre de la volaille plutôt que prendre ces aliments qui sont... c'est tricatel, hein, c'est vraiment tricatel. J'ai visité l'usine, c'est tricatel. Donc moi, personnellement, je ne le recommande pas. Et le goût est quand même très moyen, très métallique, ferreux, c'est pas agréable. Ça marche ? Ouais. Y a d'autres expériences bien plus intéressantes que ça, qui existent et qui commencent à porter leurs fruits. Par exemple, il faudrait que je vous donne le lien d'un magazine, d'un documentaire, bref, avec un certain nombre de références et une étude assez poussée là-dessus. Parce que forcément, il faut anticiper ça. Il y a des trucs qui fonctionnent à merveille et qui ont le goût du bœuf et qui sont référencés d'ailleurs aujourd'hui par des grands chefs. Donc, parce que l'histoire je sais pas, le jeune homme posait une question à propos de la viande et du CO2, etc. La problématique, c'est pas de savoir si la viande elle est bonne ou pas. Évidemment qu'on trouve des viandes bonnes. La problématique, c'est le volume, votre volume. Et la viande d'Aubrac, il y en a plus là. Donc je vous donnerai le lien parce que c'est extrêmement intéressant avec des acteurs vraiment performants. Nous, sur la tendance qu'on voit aussi à Londres, parce que voilà, on a aussi pour revenir à la question, c'est qu'on voit quand même peut-être quasiment aujourd'hui 50% effectivement des volumes se font quasiment en vegan, quoi. C'est assez impressionnant. Donc, et Paris, nous, voilà, ça augmente, mais voilà, ça prend un peu plus de temps, mais je pense que ça augmente. Donc on voit quand même une grosse tendance. Et nous, un peu la même approche. Voilà, il y a certains types de produits, on n'était pas hyper à l'aise. On travaille aussi avec les nouveaux fermiers. On est content. Et à Londres, on travaille avec un équivalent qui est un producteur UK, en regardant un petit peu en s'assurant que voilà, ce soit le meilleur possible. En tout cas, la tendance clairement est là, et elle est là pour durer, quoi. Ça, c'est sûr. Oui, bonjour à tous, c'est Serge Mesguich, BPI France. Vous n'avez pas parlé des formules type coffret repas où on cuisine ses propres plats type Kitok, etc. Vous voyez ça comment, leur évolution C'est une bonne question.
Personnellement, moi, je trouve que c'est... Bon, déjà, on parlait de packaging, je pense que c'est quand même pas terrible parce que voilà, il y a des trucs en plastique, c'est quand même en kit, en pack, etc. Donc quand on reçoit quand même ce type de packaging, alors peut-être qu'ils font mieux que d'autres, mais quand on regarde HelloFresh, etc., c'est quand même pas terrible. La qualité est pas extraordinaire. Et enfin, pour moi, ça répond pas à grand chose parce que grosso modo, on a l'inconvénient de devoir quand même cuisiner, c'est quand même assez cher, etc. Donc pour moi, c'est pas, moi je vois pas ça comme un marché à très fort potentiel, pour être honnête. Et pareil, chez PNY, on se dit, voilà, il y a quand même des techniques de cuisson, enfin c'est des trucs tout bêtes, mais c'est quand même un peu technique. Et se dire qu'on livre le burger en kit et que le gars va faire n'importe quoi avec, ensuite il va trouver ça dégueulasse et il va l'associer ça à notre marque et ça, ouais, non, ça... Parce que le cheddar, voilà, c'est des cheddars qui sont affinés et tout, donc il y a des séparations qui peuvent se faire, enfin il faut faire ça proprement, quoi. Donc, pour compléter la réponse, je dirais que les Français savent de moins en moins cuisiner et c'est vraiment pas prêt de s'arranger. Partant de là, leur donner la possibilité de se remettre à cuisiner, il y a un truc qui tourne pas rond. Et d'ailleurs, il y a des entreprises qui le font et qui le tentent depuis presque 10 ans. Je pense notamment les commis, je ne sais pas si vous connaissez les commis, qui vous livrent tout en surgelé avec une fiche d'explication, etc. On décolle pas énormément, ce qui veut dire que les gens n'ont pas envie de faire grand-chose à la maison. D'où l'intérêt du click and collect et de la livraison. D'autres questions ? On est presque au bout, mais c'est dommage, il reste encore quelques minutes, madame. Bonjour, Noémie. Je travaille sur la création d'une box goûter pour enfants adaptée aux allergies alimentaires. Du coup, ma question, c'est par rapport aux allergènes. Savoir comment vous les gérez, comment vous communiquez sur les allergènes présents dans vos aliments, et est-ce que pour vous, il y a un marché particulier autour des allergènes ? Les allergènes, nous, ça a été un gros sujet. Donc nous, on a pas mal de marques asiatiques. Donc forcément, les cacahuètes, etc., ça a été sympathique à gérer. Donc je connais bien le sujet. Voilà, on a dû, au début, effectivement, il y avait tous les allergènes possibles et imaginables. Donc on était très clair. On était là, si vous avez la moindre allergie, ne mangez pas chez Taster. Aujourd'hui, on a commencé à travailler sur des sauces sans cacahuètes, sans un certain nombre d'allergènes. Et en fait, du coup, on a travaillé avec les plateformes de livraison qui permettent justement de détailler au maximum les allergènes qui sont dans les produits pour être encore une fois de plus en plus transparent. Mais ça, c'est clair que c'est un énorme sujet, encore une fois, quand on est surtout dans la cuisine asiatique, quoi. Nous, chez PNY, on a une frustration qui est absolument démentielle. C'est que les meilleures frites sont faites avec de l'huile d'arachide. Et donc, on ne peut pas faire ça. Hein. Donc, on est sur Je ne l'huile. viendrai jamais manger chez vous. Non. Mon fils est allergique aux arachides. Non, mais on fait huile de tournesol, justement. Et on a dû renoncer à l'huile d'arachide qui est... On est sur du détail, quoi. Mais la croustillance, ça crée une petite croûte qui est un peu plus sucrée. Mais on a laissé tomber. Ah, donc vous êtes sur de l'huile de... Huile tournesol. Et en fait, qu'est-ce qui a fait que vous avez justement en fait, non, il y a plein de gens qui ont des allergies à ça. Donc, on n'a pas envie de tuer des gens. Hein. Nous, c'est faire plaisir aux gens. Hein. On vend des burgers et des frites, donc cool. Hein. Aussi, c'est la raison pour laquelle on a retiré tout ce qui est cacahuètes, etc. Parce qu'on avait peut-être 20% des gens qui nous disaient on a des allergies, il faut faire attention, etc. Donc on a décidé de tout arrêter. Mais voilà, c'est vraiment la demande qui a effectivement drivé ce choix, quoi. Merci. Bonjour Olivier, j'ai juste une question pour Anton. On voit beaucoup dans la distribution des marques pure player comme Amazon qui s'installent en physique. Est-ce que ça va être le cas pour Taster par exemple, qui a des marques assez fortes? Est-ce qu'on peut imaginer un jour des concepts en physique? Alors c'est une bonne question. En fait, nous, donc on est né en ligne, donc on est né complètement digital. Et en fait, je fais souvent aussi la comparaison avec la mode. Et en fait, quand on réfléchit à des marques comme Cézanne ou des marques qui sont vraiment créées en ligne, j'ai l'impression que c'est quand même le même phénomène qui se passe aujourd'hui avec la food. Donc on se rend compte aujourd'hui, par exemple, que des marques comme Cézanne, pour recréer ce lien avec le consommateur et recréer cette expérience, se sont mis aussi à développer des lieux finalement, des lieux de vie, des lieux d'expérience, etc.
Donc on est une marque digitale direct to consumer. On a aussi cette volonté de créer ce lien qui est forcément pas toujours évident en ligne. Donc oui, on a effectivement à un moment donné vocation aussi à créer des lieux physiques. Et j'en profite. Et comment justement, j'ai un peu vu, je vois un peu les réseaux sociaux, mais quelle est la technique justement pour créer du lien quand on est une marque pure player? Est-ce que c'est vraiment s'appuyer sur les réseaux sociaux en essayant d'inspirer des moments de consommation via les vidéos, etc. Exactement, voilà. Je pense que c'est la qualité du contenu. Encore une fois, c'est pour reprendre l'exemple de l'industrie de la mode. Il y a 20 ans, voilà, on allait s'acheter ses chemises ou quoi dans des magasins, rue des Martyrs, voilà, dans le Marais, etc. Et en fait, il y a eu toute une tendance à l'e-commerce. Et pour moi, ça reste le même produit, c'est toujours des chemises, c'est toujours des pantalons, mais ce sont quand même deux métiers très différents. Et la manière dont en fait communiquent les marques d'e-commerce est très différente. Effectivement, s'appuie sur les réseaux sociaux. Et nous, on a pris cette approche dès le premier jour, avec du contenu de qualité, avec des partenariats assez intéressants. On a fait un partenariat avec Booba, par exemple, qui est un fan d'Outfry, donc ça a été assez sympa et ça a été relayé. On a fait un partenariat avec Weshden aussi. Et en fait, du coup, on crée ce genre de partenariat aussi avec des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait. Et forcément, ça crée, les gens s'intéressent à ce qu'on fait et s'intéressent à nos produits. Donc voilà, finalement, le marketing numéro 1 du restaurant, ça a resté la zone de chalandise. Quand on est digital, on n'a pas de zone de chalandise, donc c'est plutôt les réseaux sociaux et créer ces communautaires. C'est intéressant votre question, mais je suis tout à fait de l'avis d'Anton. Je pense que ceux qui sont nés dans le digital ne passeront pas en physique et ceux qui sont en physique ne passeront pas 100% en digital. C'est deux métiers totalement différents. Et je vous prends un parallèle. Est-ce que Zalando va un jour ouvrir des boutiques de chaussures? C'est sûr que non. Moi, j'y crois pas un seul instant. Marmiton a lancé un magazine. Hein. Marmiton a lancé un magazine. Mais c'est pas ce que j'appelle du physique. Mais bon. J'entends par physique ce que dit monsieur d'avoir une boutique à Pilon-sur-Rue. Hein. Le slip français l'a fait. Voilà, nous, on n'exclut pas ça. On n'exclut pas de créer ces lieux un peu d'expérience. En fait, moi, je parlais plus d'omnicanalité. C'est-à-dire d'avoir effectivement du physique et du digital. Et pas forcément un full tester physique. Nous, on compte le faire, pour être très clair. On compte à un moment donné peut-être avoir des endroits où peut-être on va pouvoir consommer sur place, etc. Alors, on ne va pas complètement changer notre modèle, mais peut-être avoir un ou deux lieux comme ça par pays, c'est possible. Eh bien, ça va être le moment de conclure si vous n'avez pas d'autres... Ah, si, une dernière question alors. Je voulais savoir ce que vous pensiez de l'avenir des Dark Kitchen dans les prochaines années. Et est-ce qu'on peut tendre dans un avenir proche à ce qu'on pourrait appeler un home kitchen? Beaucoup de talent dans les maisons et est-ce que par un statut auto-entrepreneur ou je ne sais, des personnes pourraient... de mettre en avant leurs talents et les vendre leurs services. Moi, j'ai l'impression que ça va être vraiment difficile de créer des dark kitchens de créer des dark kitchens sur des marques trop petites, parce qu'en digital, ce qu'on voit quand même, c'est que c'est quand même plus t'es gros, plus tu es fort. Tu as quand même besoin d'avoir un poids minimal pour avoir des commissions qui sont cool avec Uber, Deliveroo & Co. Donc moi j'imagine vraiment un monde de dark peut-être dans 5-10 ans avec peu de marques, mais des marques ultra fortes. Et les indépendants auront du mal, je pense, à faire de la livraison. Et pour être sur le point précis que tu évoques, le home kitchen, avec Appétit a démarré comme ça, elle a arrêté pour des questions d'hygiène. Donc il y a un vrai sujet d'hygiène. Pour être clair, les dark kitchen, etc. sont audités de la même manière que des restaurants. Donc on a les mêmes, on a audité tous les mois, on a des cahiers des charges, etc. Et aujourd'hui, je pense que je ne sais même pas s'il serait légal de le faire quasiment pour des questions d'hygiène. Donc voilà, c'est après à voir si la législation va évoluer, mais en tout cas aujourd'hui, techniquement, légalement, je pense que ce serait compliqué. Je vais vous demander à tous les trois, pour terminer, un petit mot de conclusion. Ma question est la suivante. On ne parle que depuis tout à l'heure que de consommation hors du point de vente, que ce soit de la livraison ou du click and collect. Et est-ce que c'est pour vous, en mot de conclusion, un marché qui va prendre du poids sérieusement dans les années à venir?
Tu dis, est-ce que la livraison va prendre du poids? Et le click and collect. Et le les click deux. and collect. La consommation ailleurs, en fait, ailleurs. Oui, non, c'est sûr, sur certains. Sur certains, les gens veulent moins se déplacer, ils restent chez eux. On a le téléphone dans la main, c'est trop bien fait, les applis sont incroyables. C'est comme Amazon Prime, c'est extraordinaire. Mais nous, on croit encore énormément à la terrasse, on croit au serveur, à la serveuse et le serveur qui sont tous les deux mignons et mignonnes, à la vie, aux bons emplacements. Là, on va ouvrir dans des régions, on ouvre en dehors de Paris des premiers restos et on a des emplacements, on a trop hâte d'ouvrir, c'est des beaux lieux. Donc on croit quand même à tout ça, l'ambiance, les terrasses, voilà quand même. Merci Rudy. Alors Anton, je pense que tu vas me répondre que tu y crois puisque toi tu fais que ça. Voilà, ce serait compliqué de dire le contraire. Ouais. Donc voilà, donc, en tout cas moi ce que j'allais dire c'est s'il y a des restaurateurs indépendants qui s'intéressent à ce marché mais qui ne savent pas comment l'approcher, il ne faut pas hésiter à demander des conseils. Vous pouvez même demander à Taster. Nous, on fait aussi des consultations gratuites, etc. On donne des conseils, même si ça ne va pas jusqu'au bout. Je pense qu'il faut vraiment comprendre le modèle. Il ne faut pas se lancer tête baissée dans un modèle en pensant que ça va être très simple, etc. Il y a beaucoup d'erreurs à éviter. Nous, on a fait beaucoup d'erreurs, on a construit des expertises. Le faites pas tout seul. Voilà, c'est peut-être la conclusion pour moi. Et moi je pense que l'exploitation pour la restauration traditionnelle de la marque chef, mais une exploitation digitale est vitale pour eux. Donc moi j'appelle de mes voeux à ce que les restaurateurs se digitalisent beaucoup plus, fassent du click and collect et toute la panoplie des outils digitaux qui sont à leur disposition pour continuer à avoir un modèle économique solide. Parce que la terrasse ne suffit pas malheureusement. Merci à vous trois messieurs, très intéressant. Merci à vous.